Déjà, je voudrais remercier la Fédération Alter d'avoir permis au pôle neurosciences de l'association CDP Enfance de participer à ces journées Françoise Rodexky. Et donc, il y a quelques années, l'association CDP Enfance a décidé de se doter d'un pôle neurosciences. L'objectif était de pouvoir accompagner les soignants et aussi les victimes dans leur processus de soins, en leur permettant de mieux appréhender, et c'est le titre de notre présentation d'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais arriver à pointer, vous voyez, les conséquences neurobiologiques et physiopathologiques du trauma. Donc le pôle neurosciences, on est trois et on est présents toutes les trois aujourd'hui. Donc Stéphanie Domas qui est professeure des universités en neurosciences à Sorbonne Université, le docteur Sandra Cussig-Hernandez qui est docteur en physiologie et physiopathologie et agrégée de biochimie, qui est membre fondatrice de l'association CDP Enfance et vice-présidente de l'association, et puis moi-même qui suis professeure en physiologie à Sorbonne Université. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au cours de notre vie, toute notre vie, on peut faire face à des événements traumatisants et ça va passer dès notre développement prénatal in utero jusqu'à notre vie d'adulte. Ce trauma peut intervenir au niveau de nous individus, mais un peu plus à distance dans notre entourage proche, voire même très à distance dans notre environnement. Quel que soit ce trauma, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre organisme va mettre en place des voies toujours les mêmes pour essayer de répondre à ce trauma. Et évidemment, cette réponse positive au trauma va dépendre du type de trauma, de sa chronicité, de son intensité, et puis des ressources auxquelles on peut faire face. Alors, cette situation, elle est possible grâce à un concept qui a été émis il y a longtemps par un physiologiste qui s'appelle Claude Bernard, qui est le concept d'homéostasie. Toutes nos fonctions, tous nos organes sont régulés autour d'un point d'équilibre. Quand on a une modification dans notre environnement, cet équilibre va être rompu et il va y avoir un stimulus qui va être émis, qui va être reçu par un récepteur et qui va être reçu au niveau d'un centre régulateur dans notre cerveau. Ce centre régulateur va intégrer ce signal et va mettre en place une réponse pour retourner à notre point d'équilibre. Ainsi, des situations de stress font partie de notre quotidien et notre organisme est normalement outillé pour y faire face. Mais quand ce déséquilibre va perdurer dans le temps, on va mettre en place ce dont Madame Sten a parlé ce matin, d'un syndrome de stress post-traumatique qui va être caractérisé par des conséquences cliniques. Ces conséquences cliniques, elle a bien présenté ce matin, donc sur lesquelles je ne vais pas revenir dessus, sont le reflet d'altérations biologiques. Et ces altérations biologiques peuvent être transmises à la descendance, vont être aussi associées à des altérations structurelles et fonctionnelles au niveau du cerveau. Et l'ensemble de ces altérations biologiques et neurologiques vont expliquer les conséquences cliniques qui sont observées. Bien souvent, ces altérations vont être associées à d'autres pathologies qui vont gréver le diagnostic clinique. Et donc, ce matin, après une petite introduction, je vous présenterai des marqueurs biologiques possibles du suivi du syndrome de stress post-traumatique. Stéphanie vous présentera les atteintes neurologiques et ensuite Sandra interviendra sur les pathologies associées. Donc ce syndrome, cette adaptation à une situation de stress, elle a bien été décrite par un Canadien qui s'appelle Anseli, qui appelait ça le syndrome général d'adaptation au stress. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis à mon niveau... j'arrive plus à pointer. Pardon, je vais aller trop vite. Là, je suis à mon niveau physiologique, à mon niveau d'homéostasie, puis je vais avoir mon agent stressant. Et vous voyez, on va tous mettre en place des réactions, des mécanismes de défense pour retrouver à notre situation initiale. Cette phase, c'est ce qu'on appelle la phase de réaction et la phase d'alarme. Il se trouve que cette phase de réaction, elle va être caractérisée par une réaction très stéréotypée qui a été décrite par Cannon en 1932. Qui va être, on a deux possibilités. Soit on considère qu'on est armé pour faire face à cette situation et on va la combattre. Soit on considère qu'on n'a pas les clés pour y répondre et on va prendre la fuite. Une fuite physique, une fuite psychique. Bon, il existe une troisième possibilité parce que l'homme étant un animal social, ce qui va être d'essayer parfois d'entamer un dialogue avec notre situation stressante. Par exemple, je pourrais aujourd'hui essayer de vous convaincre que ça va pas bien du tout et que je vais vite refiler la main à mes camarades pour qu'elles puissent faire la suite de ma présentation. Donc, on essaie de dialoguer avec notre situation stressante.
Cette phase donc de réaction, cette phase d'alarme, elle va être caractérisée par un état d'hypervigilance au niveau du cerveau. Et notre cerveau, donc notre centre régulateur, va mettre en place une voie. On va utiliser ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. C'est la voie de réaction en cas de stress, qui va produire des messagers qui s'appellent des catécholamines, qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. Et ces messagers, ils vont déjà aller dire au niveau de notre foie, pour répondre à cette situation de stress, j'ai besoin d'énergie, il faut que mon organisme produise de l'énergie, et donc mon foie va se mettre à produire du glucose, soit en tapant dans ses réserves, soit en produisant lui-même. Et puis on va aller jouer sur notre fréquence respiratoire pour mieux oxygéner notre sang. Ce sang va arriver au niveau du cœur et on va augmenter ce qu'on appelle le débit sanguin. C'est la quantité de sang qui va être distribuée à l'ensemble de nos organes au cours du temps. Et du coup, on va pouvoir apporter plus d'oxygène à notre muscle. L'objectif, c'est d'être capable de répondre à cette phase d'alarme. Parfois, la situation stressante, elle perdure. Et donc là, on va rentrer en résistance. La résistance, donc toujours notre petit cerveau, là, qui va produire les catécholamines. Je suis pas très douée avec ce pointeur. Ici, il va tabler sur une autre voie et vous voyez que ces catécholamines, elles vont aller jouer au niveau de notre rein, et une petite région juste au-dessus du rein, qui s'appelle les surrénales, pour produire un autre messager qui s'appelle le cortisol. Très important, le cortisol en situation de stress. Ce cortisol va continuer à dire au foie, j'ai besoin d'énergie, donc il faut continuer à me fournir du glucose. Et puis, il va dire, il y a des fonctions qui sont pas très efficaces pour répondre face à une situation de stress et qui sont très gourmandes en énergie. Typiquement, c'est la fonction digestive, ici, et la croissance osseuse, alors, on va les mettre au ralenti parce qu'elles consomment de l'énergie, mais qu'elles sont pas très efficaces pour répondre à une situation stressante. Et donc, si tout va bien, normalement, lorsque notre organisme a bien fait son travail, on va retrouver notre homéostasie initiale. Oui, mais parfois, le stress perdure et vous voyez, on est à distance de l'élément traumatisant et on va conduire à un stress chronique, on va épuiser notre organisme. Et donc ici, c'est là que les pathologies vont s'installer. Le cortisol, qui normalement est sage et capable de s'autoréguler, va complètement enlever ses auto-contrôles et va faire un travail de sape. On va avoir des troubles au niveau de notre système immunitaire, des pathologies cardiovasculaires parce qu'on a beaucoup tapé sur le cœur et les vaisseaux, de l'hypertension, on peut avoir des manifestations cutanées et là, notre organisme ne va plus être capable de faire face. Si on continue dans cette situation, on va aller vers un syndrome de stress post-traumatique et parfois la seule situation de s'en sortir, c'est de passer dans un état de sidération. Alors, moi, j'aime bien faire un petit peu d'histoire des sciences. Si on s'intéresse à l'histoire du syndrome de stress post-traumatique, à votre avis, quels sont les éléments un peu fondateurs, les événements qui ont fait qu'on parle aujourd'hui d'un syndrome de stress post-traumatique? Alors, souvent, on parle de la guerre. En fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. Vous voyez, on est en 728 avant Jésus-Christ et on a des scènes de bataille qui ont été décrites sur des tablettes avec des soldats qui ont l'impression d'être poursuivis par des fantômes. Un petit peu plus loin dans le temps, on a Hérodote qui va décrire la situation de ce soldat, Épizélos. Et alors, Épizélos, il a été saisi d'effroi par un combattant perse qui a décimé tous ses camarades soldats. Lui, il n'a pas du tout été touché, pas d'atteinte physique. Pour autant, il est tellement saisi d'effroi face à ce combattant qu'il va développer une cécité. Il s'est soustrait de cette situation stressante. Bon, après, des traces du syndrome de stress post-traumatique, on en a ailleurs. Au niveau, vous voyez ici, c'est la pièce Henri IV, et il y a une scène dans la pièce Henri IV où il y a Madame de Percy qui raconte que son mari, qui revient de combat, il a des insomnies et il est plus capable de vivre sa vie normalement. Alors évidemment, les premiers apports vraiment très importants proviennent des psychiatres et des médecins militaires qui vont décrire des signes cliniques qui sont équivalents, mais ils vont donner des noms différents. Alors on peut parler de nostalgie, vous voyez. Il y en a qui vont parler de mélancolie, d'hypocondrie ou encore le syndrome du vent du boulet. Tout ça, ça décrit un peu les mêmes symptômes, mais on n'a pas encore vraiment mis un nom sur cette pathologie.
Et puis, dans les années 1800-1890, on va avoir deux courants qui s'affrontent. Vous avez Oppenheim qui considère que c'est une situation psychique d'effroi qui va conduire à tous les troubles qu'on peut observer. Et le Charcot lui dit non, c'est pas du tout ça, c'est une lésion traumatique au niveau du cortex, c'est une région dont on va reparler ce matin, qui va conduire à cette situation traumatique. Finalement, ils avaient raison tous les deux, mais ça va mettre un peu de temps avant qu'on se rende compte que les deux avaient raison. Et du coup, on va arriver, vous voyez, dans les années 1952, grâce à l'Association américaine de psychologie, qui va éditer son premier manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, dans lequel vont être bien décrits les événements traumatiques vécus par les vétérans, mais ça va être encore associé à des pathologies comme la schizophrénie. Et donc, il faut attendre, vous voyez, 1980 pour avoir la définition d'un syndrome de stress post-traumatique tel qu'on l'entend aujourd'hui et de façon bien individualisée. Donc, je vous disais, notre organisme, face à ces différents traumas, va toujours réagir de la même façon. Donc, on a ici notre centre régulateur, tout en haut, là. Et puis, vous voyez, il y a trois régions qui vont être importantes. Le cortex préfrontal, l'hypothalamus et l'amygdale, sur lesquels je ne vais pas revenir parce que c'est Stéphanie qui vous en parlera plus en détail. Moi, je vais m'intéresser plus à l'hypothalamus ici. Et l'hypothalamus, on est ici dans notre phase d'alarme, vous voyez, il va aller activer donc cette petite région au-dessus du rein pour aller produire nos fameuses catécholamines dont je vous ai parlé, la adrénaline et noradrénaline, qui vont donc augmenter la fréquence cardiaque ici, la fréquence respiratoire et dire au foie de produire du glucose. Donc ça, c'est une phase qui est rapide. Si le stress perdure, on rentre en résistance et donc on est toujours au niveau de notre hypothalamus et on va activer une voie qui s'appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, l'hypothalamus, l'hypophyse et la surrénale. Et donc ici, notre hypothalamus va produire une hormone qui s'appelle la CRH, qui va aller activer l'hypophyse, qui va produire une autre hormone qui s'appelle la CTH et qui va aller au niveau de ma surrénale produire ce fameux cortisol qui lui va dire toujours au foie j'ai besoin de glucose et qui va dire au système digestif toi il faut que tu ralentisses. Et il se trouve que le cortisol, en tout cas les glucocorticoïdes, ce sont des puissants anti-inflammatoires qu'on donne en pratique clinique dans beaucoup de pathologies inflammatoires. Et donc, ce cortisol va en plus aller ralentir notre système immunitaire. Je m'active. Alors, ici, c'est la même représentation. Quels sont les marqueurs que l'on peut regarder au cours de ce syndrome de stress post-traumatique? Et donc, vous voyez ici, on retrouve notre voie hypothalamo-hypophyse surrénalien. Et il se trouve que de façon surprenante, au cours du stress post-traumatique, le cortisol, il est complètement effondré. Et ça témoigne d'une altération de cet axe qu'on appelle l'axe corticotrope. Vous avez ici une étude dans laquelle on s'est intéressé à des jumeaux. Et ces jumeaux, donc vous voyez 190 enfants par paire, un enfant qui a subi des maltraitances et pas l'autre. Et ces enfants, on va les soumettre à un stress psychosocial, donc ils ont une série d'additions à faire en face de leurs petits camarades, et donc il faut faire le moins d'erreurs possible parce qu'il y a une compétition. Et on va suivre le cortisol salivaire. Donc vous voyez ici le cortisol, il n'est pas différent chez les enfants qui vont bien et les enfants qui ont subi une maltraitance au départ. Ici, vous avez le test de stress qui va durer une douzaine de minutes et hop, j'active mon axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, je vais augmenter mon cortisol. Oui, mais uniquement chez mes enfants qui vont bien. Chez des enfants qui ont subi un trauma, vous voyez qu'ils sont plus capables de répondre à cette situation de stress. Et ça va être associé à des problèmes sociaux et comportementaux. Et vous voyez ici, donc c'est une étude un peu ancienne. Là, on a l'élément initiateur et tout au long de notre vie, ce cortisol va continuer à s'effondrer alors que normalement, il devrait être plus haut. Donc, dérégulation de cet axe. Le deuxième marqueur que l'on peut suivre, ce sont des marqueurs inflammatoires. Donc, je vous disais, le cortisol, c'est un puissant anti-inflammatoire. Oui, mais ici, il est effondré. Et donc, nos cellules immunitaires, elles vont s'en donner à cœur joie. Elles vont produire des messagers qui s'appellent des cytokines pro-inflammatoires. Et ça a bien été décrit que dans les syndromes de stress post-traumatique, au niveau sanguin, ce qu'on appelle la périphérie, ces molécules, elles sont toutes augmentées de façon importante.
On va avoir une atteinte au niveau du cerveau parce qu'on a des systèmes, des cellules nerveuses aussi au niveau du cerveau qui vont produire elles aussi leurs cytokines pro-inflammatoires. C'est ce qu'on appelle inflammation stérile en absence d'éléments pathogènes. Et vous voyez que ça va altérer les structures, l'activation, les volumes de ces différentes zones du cerveau. Et ça va être associé à des troubles cognitifs, de l'hypervigilance et des réactions exacerbées. Alors pourquoi est-ce que ces molécules inflammatoires sont problématiques? Vous voyez, j'ai une barrière qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique qui sépare mon compartiment sanguin de mon système nerveux. Et en fait, cette barrière, elle est constituée, c'est comme des petits Legos qui s'imbriquent les uns dans les autres grâce à des protéines ici. Et en fait, quand je suis dans une situation d'inflammation, ces petits Legos ne s'imbriquent plus. Et donc, je vais avoir une perméabilité de ma barrière. Et donc, j'ai tout un tas de molécules qui vont pouvoir passer, et notamment des cellules de l'immunité. Ce qui va se passer, c'est ce que vous avez représenté ici, c'est que, vous voyez, donc là, je suis dans ma situation de stress, j'ai plus de cortisol, j'ai mes cytokines pro-inflammatoires, et elles vont aller activer des enzymes qui vont permettre la production de neurotoxiques importants qui vont conduire à des modifications structurelles et fonctionnelles du cerveau. Un dernier marqueur que l'on peut suivre, c'est ce qu'on appelle, c'est fini, et je vais conclure sur ce dernier marqueur. C'est ce qu'on appelle les télomères, et donc on peut mesurer ces extrémités aussi au niveau de nos chromosomes. Il se trouve que ces télomères, c'est le reflet de notre âge biologique. Plus ils sont courts, plus on est vieux. Et il y a une étude qui a montré que chez des jeunes adultes, 20 ans, ayant subi un trauma, c'est comme s'ils étaient déjà vieux avant l'âge, ils ont leur télomère qui raccourcit. Alors ces altérations, j'ai pas le temps de vous les montrer, mais on peut les transmettre à la descendance, mais je vous le montre pas puisque mon temps est imparti. Et juste, j'espère vous avoir démontré aujourd'hui qu'il existe des marqueurs qui nous permettraient d'accompagner les victimes dans leur statut, qui sont le reflet de leur vécu de syndrome de stress post-traumatique. Et je vais passer la parole à Stéphanie.